Je suis Michel Labrèche. Alors, dans le cours de la diffusion de l'information qui se trouve dans mon livre, Les pouvoirs de la magicienne, j'ai cru bon d'interviewer toutes sortes de personnes. On a déjà eu l'honneur d'avoir André Matteau ici avec moi. On a eu une entrevue qui était tellement intéressante que je me suis dit qu'il faut que je l'interviewe parce qu'il y avait d'autres choses qu'on avait à discuter puis on n'a pas eu le temps de parler. André, je le connais depuis à peu près, je dirais quasiment 30 ans. Au début, c'était plutôt une connaissance pendant au moins une période de 20-25 ans. Et jusqu'à tout récemment, ben, on a développé une amitié parce qu'on s'est rendu compte qu'on a vraiment donc, les mêmes valeurs, la même vision de la vie, et que quoi que ça prend des chemins un petit peu différents, ce qu'il a exprimé vient rejoindre totalement donc, ce que moi je suis et ce que je dis. Alors bonjour André. Bien dit, bien dit. Bonjour. Merci. Donc, écoute, c'est comme deux amis qui sont autour d'une table et qui s'amusent parce qu'on prend un café ensemble, puis c'est du vrai café en passant pour la foule. Et parce que moi, j'en prends quasiment jamais, mais cette fois-ci, je vais bien le siroter. Alors, on fait un chin de conférence. Bon. Et finalement, dans la première entrevue qu'on a faite, André a parlé beaucoup de l'origine donc des tribus hébraïques, judaïstes, etc. Puis, qu'est-ce qui faisait que l'exode des peuples ont fait en sorte, et je fais un point résumé, que comment ça se fait qu'en algonquin, en gallois, qui est le gaélish, et en hébraïque, on dit petite montagne de neige et on dit Hochelaga. Alors, à Montréal, tout le monde qui reste, on sait tout qu'il y a le secteur Hochelaga. Puis ça veut dire, en hébraïque, petite montagne de neige. Mais en même temps, ça veut dire ça en indien, parce que j'imagine que quand on a baptisé ce secteur-là de cette façon-là, c'est pas pour nos origines hébraïques, mais plutôt comme des origines algonquines, parce que c'était les Indiens qui vivaient ici. Tout à fait. Alors donc, c'est ce qu'on a cerné la première fois. Puis on a fait une différence donc, de sémantique entre une légende, l'exotérisme, l'ésotérisme, occultisme, mysticisme, conscience, inconscience. Parce que c'est pas clair, parce que le problème, c'est que sur Terre, on n'a pas toute la même nomenclature, le même lexique. Tout à fait. Et comme on n'a pas le même lexique, souvent, ce qui est blanc pour un ne va pas être si blanc que ça pour l'autre. Pourtant, c'est la même chose. Alors, c'est une question de perception intérieure, puis qui peut être liée à la subjectivité, à la polarité de l'information. Alors, aujourd'hui, je me suis dit, moi, il y a une information qui m'est venue récemment, parce que j'ai appris que quand on joue de la musique, on joue, puis tous les appareils sur la Terre, il y a comme une norme mondiale, et ça marche avec le nombre de Hertz. Donc là, on joue en 440 Hertz. Et le 440 Hertz, ça vient remplacer quelque chose qu'il y avait dans les années 1930, etc., qui était le 432 Hertz. Et 432 Hertz, c'est la fréquence de résonance naturelle de la Terre. Exemple, si on écoute une chute d'eau coulée, le clapotis d'eau, ça sonne en 432 Hertz. Et ça a été changé. Mais qui a changé ça et pourquoi et quelle façon que ça l'a pris? Pourrais-tu nous en parler? Avec grand plaisir. D'une part, c'est surtout l'eau, hein, parce qu'il y a effectivement plusieurs fréquences entre ce qu'on appelle les fréquences de Schumann, donc c'est celles des cieux ou de la ionosphère, et celles de la croûte terrestre, et celle de l'eau. Alors, celle de l'eau est précisément 432, et de l'autre côté, quand on parle de musique, ce sera toujours le La. Alors, c'est pas le Do, c'est le La, et c'est ce La-là qui doit être normalement à 432. Alors, effectivement, Michel, dans les années, déjà vers 1860, les Autrichiens qui faisaient déjà une certaine musique qui était bien aimée, mais il y avait déjà un peu l'énergie à la Wagner, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus imposant qui allait arriver dans les temps à venir, ont suggéré de changer de 432 à 440. Donc, le diapason du La, quand on fait la fréquence du La, que ça soit différent du 432, donc naturel. Ça n'a pas été imposé à ce moment-là. Les États-Unis, dès vers 1920 quelques, 26 précisément, il y a eu une demande, et là on parle des normes dans le domaine non seulement de la musique, mais dans tout ce qui est le son qui était diffusé au niveau de la radio, bien, sortent davantage à une fréquence plus élevée que celle donc qui est naturelle de 432. Et c'est un peu plus tard, à partir de ces études-là, donc à la fois autrichienne et américaine, mais sûrement ailleurs aussi, comme chez les Britanniques, un dénommé que tu connais très bien, Goebbels, qui est le ministre de la Propagande. On est déjà en 1941, même en 1938-1939, il en parlait, donc avant la guerre. Et au tout début de la guerre, il a imposé que tout ce qui était d'ordre radiophonique ou symphonique ou en disqué était à 440. Alors, pourquoi? Parce que c'est inharmonique. Il y a l'harmonie
du 432, donc naturel, la chute de l'eau, le ruissellement, tout ça est merveilleux, tandis que le 440, il est comme imposé. Comme c'est une sorte de demi-octave, c'est de l'inharmonie, ben ça te pénètre, tu l'entends, et c'est un peu cacophonique, un peu comme la musique très heavy metal, très lourde. Ça te rentre, ça te désharmonise un peu, mais l'idée que j'ai voulu faire passer, donc une émotion qui est musicale dans ce cas-ci, ben tu la reçois et ça s'enracine en toi. OK. Donc ça, si je comprends bien, il y avait une norme qui était naturelle, qui reflétait la fréquence de résonance de l'univers. Et là, les Allemands, parce que Goebbels, c'est un Allemand. Exact. Nazi plus précisément. Alors, lui, il a voulu faire imposer à tout le monde sur la Terre, avec la norme officielle, qu'on était pour se déséquencer d'une fréquence qui était naturelle à une fréquence qui devenait non naturelle en mettant un octave de plus, c'est-à-dire que 8 Hertz. Bon, juste que ce que tu m'expliques, c'est qu'est-ce que tu penses que ça fait le fait de ne plus être synchronisé sur la fréquence de résonance naturelle? Ben, c'est ce qu'on disait juste à la fin, ça te perturbe. C'est un message, parce qu'une musique est un message, mais que ça passe par un microphone et que ça passe à 440, il y a une disharmonie. Et c'est un peu comme si j'élevais la voix à chaque fois que je te parle, et dès l'instant où je vais commencer à parler très fort, à imposer de façon presque violente, voire brutale, quasiment crier, forcément, c'est reçu. Et la mémoire sensorielle du corps reçoit ça. Et à un moment donné, ben, tu réussis à m'imposer quelque chose, ou je réussis à imposer quelque chose. Mais le pire de tout ça, c'est que non seulement Goebbels, puis on peut comprendre pourquoi il voulait faire ça, mais c'est qu'un des organismes de l'UNESCO, en 1953, on en parle encore aujourd'hui, ISO, au niveau de tout ce qui sont les systèmes, ont décidé que dans le domaine musical, dans tout ce qui était en disquet, ben que c'était le 440. Alors tout ce qui est au niveau CD, ou les disques à l'époque, où les tubes fut un temps, avant les années 50, surtout quand c'était allemand, mais même européen, dans tout ce qu'on pu imposer, était à 440. Il y a quelques groupes britanniques et américains qui ont décidé de ne pas disquer en 440, mais ils sont rares, mais il y a quand même John Lennon, il y a surtout Pink Floyd, même Elvis Presley avait imposé de travailler en fréquence naturelle de 432 et non pas 440. Mais la très grande majorité de ce qui est fait, c'est en 440. Bon, alors là-dessus, moi, ça mène à un autre point, parce que j'ai un de mes amis qui s'appelle Célestin Bouchard, qui est un compositeur du Québec. Il joue très très bien le violon, et il joue également du piano. Et ce qui est surprenant, c'est que Célestin m'a dit que lui a décidé de jouer toutes ses pièces en 432, qui est un peu contre, parce qu'il est un rebelle. Contre le système. Le système actuel. Parce que lui, il dit, moi, ma musique, je veux que les gens l'intègrent, puis que ça les fasse élever en vibration. Mais ce qui est surprenant, parce que lui, il a fait ça avec des moyens très... je pourrais dire rudimentaire, il a fait un excellent album. Et là, à Turin et à Radio Classique à Rome, il est numéro 2 sur la charte, même en étant à plusieurs milliers de kilomètres, donc de le point de diffusion, parce qu'il y a des Européens qui ont compris son œuvre et qui ont dit « Waouh, cet être-là est fantastique » parce qu'il a réussi à aller contre la norme d'un côté, mais faire de la très très belle musique qui nous titille, je dirais le mot, donc notre esprit. Donc, pour reprendre ton mot, c'était naturellement. Il y a même eu des études qui ont été faites dans différents pays, et quand ça marche à la fréquence naturelle, donc celle de l'eau ou de la musique à 432, c'est reçu beaucoup plus. Et l'âme de la musique nous pénètre davantage, et le seul message, c'est celui de la musique, et non pas de ce qui est imposé. Alors c'est la grande différence, et tant mieux pour ton ami. Bon, alors là-dessus, moi, ce que ça me fait dire, c'est que le lien que je fais, c'est que pour la fréquence de résonance, pour que les gens puissent comprendre, je vais juste expliquer un petit phénomène avant de te poser la prochaine question. C'est simplement dire, exemple, il y en a qui connaissent l'exemple du pont de Tacoma. T-A-C-O-M-A. Il y a d'ailleurs des voitures automobiles qui portent ce nom-là. Mais Tacoma, c'était un endroit, une ville où ils ont bâti un pont aux États-Unis, puis c'est dans les années 1940. C'est drôle, c'est à peu près à la même date où ils ont changé donc le 432 pour le 440. Et le pont de Tacoma, c'est un pont qui, lors de l'inauguration officielle, il était couvert par des toiles et des voiles, et ils ont levé les voiles, et il y a un vent qui soufflait à une certaine vitesse, que si ça n'avait pas été exactement cette vitesse-là, il ne se serait pas produit ce qui est produit. Et ce qui s'est produit, c'était que le pont est rentré en fréquence de résonance, et étant quelque chose d'une construction humaine mais non vivante, à ce moment-là, il n'y a pas d'élasticité,
avec telle vitesse, le pont en rentrant en fréquence de résonance, vous irez voir, puis probablement que dans l'entrevue, on va mettre des images en arrière-scène, on voit un pont qui fait du breakdancing et qu'après 3-4 minutes, le pont est totalement détruit. Et c'est tellement fort que maintenant, l'armée, quand ils ont des soldats qui traversent un pont, ils disent que vous ne devez pas être en séquence vibratoire, mais vous devez break away, puis chacun marcher avec un ton, sinon vous pouvez faire entrer la fréquence de résonance. Donc, ma prochaine question, c'est que, selon toi, une fréquence de résonance, quand on est là-dessus pile poil, qu'est-ce qui arrive exactement avec l'énergie qu'on nous transfère par rapport au fait d'endoctriner et d'imposer une vibration en 440? En fait, quand on veut inculquer quelque chose à quelqu'un, soit qu'on élève la voix, soit qu'on est dans le phénomène de la répétition. Alors, peu importe si c'est une vérité ou un mensonge, si je la répète et répète et répète en ondes, en télévision, partout, bien, à force de l'inculquer, Staline puis Hitler disaient exactement ça. Peu importe si le mensonge est gros, en autant qu'il soit répété, et on finit toujours par y croire. Alors, c'est le principe de cette fréquence-là. Alors, tu te souviens comment il parlait dans ses discours, Hitler? C'était toujours très violent dans la gestuelle, autant au niveau de la parole et au niveau de cette fréquence de parole qu'il avait particulièrement. T'imposes, en un mot, qui que ce soit dans son discours, qu'on soit politicien, artiste, comédien, on peut imposer de façon soit douce ou violente un sentiment ou voire une émotion à quelqu'un. Alors, une femme qui est en train de vous séduire n'a pas la même approche qu'un géant, la Goliath, qui veut vous imposer un ordre. Alors, c'est cette fréquence-là, utilisée consciemment ou non, qui va faire que vous allez aller dans le sens ou la décision que quelqu'un d'autre, au lieu de vous, a pris. Autrement dit, vous avez perdu votre libre arbitre. Bon, alors dans cette situation-là, moi je peux comprendre que quand les Allemands voulaient convaincre tout le monde, c'était pour utiliser un autre moyen de convaincre par endoctrinement, comme un brainwash, lavage de cerveau, donc la masse. Comme un message publicitaire aujourd'hui, hein? Oui. Sauf que la fréquence n'a pas nécessairement changé. Sans doute, il faudrait étudier ça au niveau de la télévision si ça marche à 440, mais dans tous les cas, là on tombe dans le domaine répétitif, la musique de tel message publicitaire, le caractère de quelqu'un, en un mot, on peut faire passer n'importe quel message, quel qu'il soit, par différentes méthodes, dont celle de la fréquence, donc 440 au lieu de 432, au niveau répétitif, mensonge ou non, au niveau de l'imposition de la voix, c'est-à-dire ni plus ni moins que le volume de la voix. OK. Donc moi, si je comprends bien, ça veut dire que, dans mon exemple, le pont de Tacoma, il n'a pas pu contenir l'énergie supplémentaire qui a été absorbée par la fréquence de résonance. C'est vrai comme si on prend deux choses reliées par un élastique et qu'on tend l'élastique, à un moment donné, l'élastique va lâcher. Parce que l'élastique ne peut pas générer un champ de force plus fort que l'énergie qu'on essaie d'imposer qui est accumulée. Comme celui de la voix, je m'excuse de t'interrompre, mais tu te souviens celui de la voix ou du mur de Jéricho, les fameuses trompettes, ou de la voix d'une colorature qui réussit à faire briser une coupe de verre. Alors il y a une haute fréquence, et aujourd'hui on parle plutôt de ultrasons, et on réussit à changer carrément, j'allais dire, le climat, carrément, uniquement par des ultrasons. C'est-à-dire qu'on a réussi de façon volontaire, partout dans le monde, à créer un impact sur la croûte terrestre, ou sur les vents, ou sur les eaux, et, ou carrément sur des tremblements de terre qui ont été finalement artificiels, uniquement par des fréquences. Alors on ne parle plus de 432, on aura compris, ni 440, on parle de super hautes fréquences qui réussissent à perturber une croûte terrestre, un climat, une foule. C'est comme la machine ARC, finalement, qui était capable de mettre des radiations, qui va faire en sorte qu'on va contrôler un petit peu exactement les patterns météorologiques, ces choses-là. Puis tu le mets au passé, là, mettons-le au présent. C'est toujours toujours le cas. Donc, si on continue dans notre investigation, moi, ce que je voulais dire, finalement, mon point tout à l'heure, c'était que quand on est physiquement vivant, on est donc animal, etc., si quelqu'un nous déclenche la fréquence de résonance et qu'on intègre de la musique, on va être capable de la faire radier donc, dans notre cerveau et au lieu d'exploser comme une matière inerte, comme un pont, parce que nous, on est vivant, on va avoir la capacité donc d'intégrer cette énergie-là au niveau vibratoire pour élever notre conscience. Donc, moi, la façon que je fonctionne, ce que j'explique, c'est que finalement, mon ami Célestin, il a intitulé son album Onomandia.
Puis il m'a expliqué que onomatopoeia voulait dire la vibration du son qui est compris dans le nom. Et en voulant dire ça, ça veut dire que tout le monde a un nom et que si on supporte réellement l'énergie qui est attribuée à notre nom, parce qu'on joue un rôle, et quand on a un nom, c'est nos parents qui nous le donnent, mais nous autres, probablement que quand on s'incarne ici, on a déjà choisi les parents qu'on a eus, et l'endroit où on est né, et l'époque de l'année où on est, et l'endroit sur la terre où on est. Et tout ça, ça s'impacte, parce que c'est comme un Rubik's Cube qui est tout interrelié un avec l'autre. Donc la question là-dedans, c'est de se dire, bon, les Allemands voulaient qu'on soit désynchronisés pour ne pas être capable de s'élever en conscience, mais aujourd'hui, avec la fréquence de résonance de Schumann qui est totalement élevée, qui est passée d'environ 8 à 12 à 20 à 36, la Terre est en train de se gonfler à bloc, comme la grenouille et le bœuf, pour que certains de ces habitants de ce vaisseau spatial-là puissent recevoir de l'énergie, l'intégrer et passer à un autre stade d'évolution. Donc, moi, je trouve ça très intéressant, ce point de vue-là. Mais quand on regarde l'histoire de la fréquence de résonance, on se dit, pourquoi, exemple, les Anglais, les autres, ils marchent avec le La, puis nous autres, on marche avec le Do. Parce que moi, quand j'étais petit, je faisais du solfège, puis on commence au Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais pourquoi est-ce que les Anglais, ils commencent en plein milieu de la gamme par rapport à nous? Parce que la gamme, elle commence à nous dans ce qu'on a été enseigné. Mais la gamme, dans le fond, on peut la faire partir à partir de n'importe quoi. Tu peux partir avec une clé de Sol, une clé de La, une clé de Mi. Mais pourquoi les autres qui ont décidé qu'ils ne partaient pas à la même place que le reste de la Terre? Les autres parce qu'ils sont germaniques, puis les autres parce qu'ils sont latins. Explique-moi ça. Comme ils conduisent à gauche aussi. Il y a toute une belle histoire derrière. Mais dans tous les cas, on s'entend toujours sur le diapason du La. Alors que ce soit les Britanniques, que ce soit les Allemands, que ce soit les Américains ou nous ici au Québec, c'est toujours le La avec cette fréquence-là. Est-elle à 432 ou est-elle à 440? Alors, dans le cas du fameux Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, le La qui est là, pour nous, ben, eux commencent théoriquement non pas par un Do, mais ils commencent par un La. Mais ils connaissent notre solfège aussi de la même façon. Mais la lettre Do, au lieu d'écrire Do, Ré, Mi, c'est A, B, C. Et le A correspond à un La. Mais j'ai une question alors qui vient de me monter à la tête. Tout le monde connaît la mélodie du bonheur. Donc, Rodgers, Hammerstein et compagnie, en 1967 avec Julie Andrews, sa chanson thème là-dedans, à part de Hills Are Alive, c'est la fameuse chanson Do, Do. Mais elle n'a pas commencé avec un La. Alors, explique-moi ça, pourquoi est-ce qu'elle a commencé avec un Do et non pas un La? Pourtant, dans la version française ou anglaise? C'est une anglaise. Et en français aussi, comment parce que c'est dans le Do. C'est compris. C'est au lieu de l'écrire, on le dit, on peut le dire souvent, mais au niveau de l'écrit, quand il y a un texte, c'est A, B, C. Quand on apprend le solfège, en fait, ça a commencé un peu comme ça, parce que c'était plus facile d'écrire des lettres pour des jeunes enfants, pour apprendre la flûte, par exemple, ou le solfège au niveau d'un clavier. Mais dans tous les cas, ça ne dérange absolument pas. Peu importe la langue qu'on utilise, le son qu'on utilise, on a tant qu'on s'entende qu'un Do, c'est un Do, puis que c'est telle octave, parce qu'il y a un deuxième Do pour le deuxième octave, puis un troisième pour le troisième octave. Alors, quand on regarde ça ici, là, on a parlé un peu donc, de la fréquence de résonance, la musique, parce qu'il y a un rapport entre la musique donc, et puis nos vibrations internes, parce qu'on dit que toutes les vibrations, et quand tout vibre, ça veut dire que tout émet une espèce de rayonnement, puis il y a des gens qui sont capables de l'assimiler, puis il y en a d'autres qui ont plus de difficultés. Alors, moi, je vais en revenir, je change totalement de contexte, parce que moi, je pense aussi à notre ancienne interview qu'on a eue. Puis, tu m'as parlé entre les coulisses, donc une chose qui est très surprenante, c'est la pierre de Scone. La pierre de Scone, de ce que je comprends, donc ça serait en Irlande. Puis ça serait dans une tradition, parce qu'étant donné que toi, tu es un gars très versatile, tu vas toucher autant à la musique qu'à l'histoire, qu'à la tradition, etc. Donc, dans la tradition anglo-saxonne, explique-nous donc un peu, parce que c'est tellement intéressant que je n'ai pas retenu toutes les informations que tu vas donner. C'est pour ça qu'on le met sur film. Ça va être plus facile la prochaine fois. Je vais juste avoir à écouter. Alors, parle-nous de cette fameuse pierre-là. Je vais te donner la version courte, si oui, tu me permets. En dedans de 20 minutes, si possible. Et je te reprends dès le départ, ce n'est surtout pas anglo-saxon. Parce que les anglo-saxons, on l'a vu dans la première entrevue, c'est justement des Germains. Donc des Allemands d'aujourd'hui, si tu veux, ou des Prusses, ou des Autrichiens. Il n'y a pas de lien entre anglo-saxon et allemand, parce que je pensais que le saxon, ça devait être saxe. Oui, oui. Saxe, c'était les Allemands. Et anglo, ça ne veut pas dire anglais d'abord, ça veut dire le pays d'Angle, et le pays d'Angle, c'est le nord de l'Allemagne, juste avant de toucher au Danemark. Alors les Allemands, enfin les Germains qu'on disait à l'époque, anglo d'une part et saxon de l'autre, ensemble ont envahi l'Angleterre. Et il y avait qui là-bas en Angleterre? Les Celtes.
ou les Pics, ou les Scottis, qu'on les appelait. Peu importe, c'est tous les peuplades qui avaient toutes une origine commune, donc qu'on a parlé la dernière fois. Mais dans tous les cas, si on reprend la belle histoire que je te racontais, qui était peut-être un peu longuette, mais qui, à mon sens, mérite d'être entendue, on a 12 tribus d'Israël. On se souvient qu'il y a un père à ces 12 fils-là qui ont eu 12, chacun une tribu, donc les fameuses 12 tribus d'Israël. C'était Jacob. Jacob dort dans un petit village qui est devenu Béthel, qui existe toujours. C'est lui qui a appelé ça Béthel, mais dans l'endroit où il était, il dormait, il a pris une pierre, il a dormi dessus. Alors on l'appelle le pilier de Jacob, cette pierre-là. On l'appelle l'oreiller de Jacob. On l'appelle Scone ou Scoon en écossais. Et son vrai nom, en fait, on l'appelle Liafel, qui veut dire pierre du destin. Donc en français aussi, on dit pierre du destin. Mais il y a toutes sortes de noms à cette pierre-là. Mais Jacob, donc, s'appuie sur la pierre, dort, et il y a un songe. Le fameux songe dont on parle régulièrement, l'échelle de Jacob. Alors Jacob, qui est le fils d'Isaac, Jacob pense à ces anges qui montent l'échelle jusqu'au ciel et qui descendent du ciel. Alors, on fera une autre question, une autre réponse sur l'interprétation de ça. En fait, c'est merveilleux. Mais c'est là, tout de suite après, qu'il aurait entendu Dieu, puis il dit, mais tu vas être le père de multiples nations, pas d'une, pas de deux, de multiples nations. Puis quand traduit en anglais, c'est le mot Commonwealth, entre parenthèses, qui veut dire donc un ensemble de plusieurs nations, et tu seras le père de toutes les nations qui seront au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Et Jacob a gardé cette pierre-là. Et on la retrouve au 5e siècle avant Jésus-Christ, après la captivité des Juifs, donc de la tribu de Juda, donc ce n'est pas les Israélites, là, c'est une des 12 tribus de la tribu de Juda qui est autour de Jérusalem. Ils sont partis en captivité, et juste avant de partir en captivité, ils ont décidé de l'arche de Noé. Excusez-moi, c'est pas l'arche de Noé, mais c'est l'arche d'alliance. Il y a une différence entre les deux. Il y a juste quelques milliers d'années. Je veux dire Noé. Noé, effectivement. L'arche d'alliance et la pierre en Égypte. Alors, elle se retrouve pour la protéger, parce qu'elle était au temple de Salomon à Jérusalem. On la retrouve à Tanis, en Égypte. Et là, tous les Juifs sont partis en captivité. Le roi a décidé on parle de Nabuchodonosor, a décidé de laisser aller Jérémie, pas avec des hommes, mais avec des femmes. Il part. On s'est rendu compte après qu'une des femmes très importantes, c'était la fille du dernier roi de Juda. Tout ça pour dire qu'on retrouve ça à Juda. Jérémie est en Égypte. De là, il s'en va en Espagne. Il est resté un certain temps. Et d'Espagne, il est allé dans un petit village qui s'appelle Nazione. C'est juste à côté de Mont-Saint-Michel. Et de là, il arrive en Irlande. Il arrive avec l'Arche d'Alliance. Il arrive avec la pierre en question, qui est quand même plusieurs centaines de livres. Il arrive là-bas et il y a des documents, milliers de documents, qui confirment justement la présence de ce vieil homme qui arrive exactement en 583, si je n'ai pas de mémoire, avant Jésus-Christ, là-bas. Et ce vieil homme-là a amené quelques filles, dont Tétifi, que les Gaéliques reconnaissent. Et il y a un mariage avec Héréron, qui était un des petits-fils de Dan. On a parlé un peu la dernière fois, mais la chose importante, c'est que ça se retrouve en Irlande, dans un petit village où tous les rois irlandais, entre 583 donc, et 500 après Jésus-Christ, ont été couronnés sur la pierre en question. Alors ça devient extraordinaire. Il y a un groupe qui s'en vont rejoindre les Scottis, mais ils en sont eux-mêmes des Scottis, donc on parle d'Écosse, les Scottish, ceux qui sont partis, ceux qui se sont sauvés, et ils sont arrivés dans le nord du village, et c'est là qu'arrive à la fameuse pierre de Scone, parce que le village qui arrive, qu'on réussit à conquérir, s'appelle Scone, ou Scone en écossais. Et il reste là un certain temps. Alors, c'est Fergus, on parle d'un roi Fergus, qui était d'origine irlandaise, qui est devenu donc écossais. On a gardé cette pierre-là en tout temps. L'Arche d'Alliance, on la perd un peu, mais on croit qu'elle serait toujours en Irlande, selon certains. Mais c'est pas ça qui est important, c'est la pierre, parce que tu vas poser la question là-dessus. Alors, tous les rois d'Irlande, tous les rois d'Écosse, jusqu'en 1296, ont été
couronné, assis sur une chaise, un trône qui existe encore, en fait, qui a commencé en 1287, sous laquelle chaise il y a la pierre en question, qui est à peu près grande comme ça. D'accord? En 1287, le roi Édouard, qui est Édouard Ier, combat les Écossais, va chercher la pierre, puis elle est emmenée. Alors on dit que jusqu'à George VI, c'est le roi d'Angleterre pendant la dernière guerre, donc il est mort en 1952. Donc juste avant la reine Élisabeth, ils ont tous été bénis et couronnés, assis sur la pierre en question. Pas la reine Élisabeth. Parce que la pierre aurait été fausse, parce qu'en 1950, elle a été volée par un groupe d'Écossais, et quand la pierre a été remise, on aurait, parce que les mesures sont différentes, elle serait fausse, donc la reine Élisabeth n'aurait pas été bénie véritablement comme reine, selon les normes et les droits de ses ancêtres rois, et elle n'aurait pas eu officiellement la bénédiction des cieux. Dieu est mon roi, c'est toujours l'emblème en question. Donc c'est la pierre liée à fer qui existe toujours et qui a été retournée 700 ans exactement après 1296, donc en 1996, par la reine Élisabeth, elle est retournée en Écosse, et quand on fait un couronnement, si c'est Charles le prochain, elle revient, donc elle est en Édimbourg, et elle revient à Westminster pour le couronnement, mais on dit que la pierre n'est plus la même, et qu'elle serait toujours cachée en Écosse, dit-on. Donc ça, c'était la réponse courte. D'accord. Juste Une chance. Une chance. J'essaie de garder mon fil d'idée dans la tête. Là, premièrement, donc là, la pierre, actuellement, elle serait donc toujours à Édimbourg, dans ce coin-là. Et oui, elle est là. En fait, il y a la fausse pierre et la vraie pierre. Et qu'on appelle Edinburgh, parce que les autres, ils ne disent pas Édimbourg, les Anglais. Maintenant, je vais te dire une chose que peut-être tu vas réaliser. Je ne sais pas si tu as été à la Porte du Nord, ça c'est à Saint-Sauveur, ou juste avant d'arriver dans les Laurentides. Et pendant à peu près un an, il y a un magasin qui a ouvert et ils vendaient de la crème glacée qui était faite sur une pierre de verre et ça s'appelait Scone. Et là, moi, je viens de faire le lien que eux autres, ceux qui ont parti ça, c'était sûrement des Anglais, et c'était pour reproduire la pierre de Scone. Les autres faisaient comme de la crème glacée flambée sur une pierre comme ça. Donc ça, c'était leur origine, eux autres. Moi, c'est juste que j'ai fait un lien. Mais je vais aller plus loin, c'est que scone, c'est un petit pain, d'accord? Scott, en fait, écossais, que les Anglais prennent maintenant, ça date à peu près du 5e, 6e, 7e siècle. Je crois effectivement qu'il y a un rapport. C'est-à-dire que c'est le même scone en écossais, ou scone. C'est ça. Oui, sans doute, monsieur. Que c'est comme un rappel, un peu comme l'Eucharistie, à savoir avec le pain sans levain des Juifs, et ce qui est devenu l'hostie. Autrement dit, c'est un rappel de quelque chose de sacré qui s'est passé, et le scone, qui pourrait être le nom donc du village en question, donc la pierre de Scone, pour rappeler l'importance, le sacré de la pierre en question, qui a non seulement été bénie par Jacob, mais il a mis de l'huile. Et on dit qu'elle chante, cette pierre-là, et que le premier roi irlandais qui s'en est servi, qu'elle s'est mise à chanter. Bon. Alors là, ça c'était pour la pierre de Scone. Ça c'était un point de vue intéressant, un point de vue historique, pour voir le mouvement des masses, et puis comment les reliques religieuses et féodales peuvent avoir un intérêt donc d'un peuple à un autre. Puis actuellement, même la reine d'Angleterre, c'est une tradition, elle se fait couronner sur cette pierre-là, mystique, qui chante et qui aurait un lien de rituel avec les premiers rois qui contrôlaient. Donc avec les tribus, oui, surtout celles de Juda. Donc, en un mot, ils veulent être, à tort ou à raison, le peuple élu. Représenter le peuple élu. Bon, alors c'est sûr, parce que quand on est le peuple élu, on a le devoir d'imposer notre être-té sur tous les autres peuples. Hein? Parce qu'on est élu et les autres ne sont pas des élus. C'est comme les gentils, puis les peuples choisis. Alors, ça nous amène à un troisième point, parce que je sais qu'on a une espèce de restriction dans le temps. Donc, on a parlé des fréquences, on a parlé, exemple, de la tradition. Puis là, je vais faire un lien entre les deux, parce que là, on va parler justement des noms, des syllabes qui sont dans nos noms de tous, et qui ont beaucoup d'origine hébraïque. Donc le shin, le yod, le mem, il y a beaucoup de lettres hébraïques qui se retrouvent, puis quand on décompose un nom, comme Bri-Itish, on se rend compte qu'exemple, là-dedans, ça correspond à un alphabet hébraïque. Donc explique-moi donc un peu là, donc, la séquence des voyelles, il y a combien de voyelles donc, dans le fameux alphabet Chez les hébraïque? Hébreux, il y en a 22. Il y en a 22. Donc, et en fait, il y en a moins ça, d'une certaine façon, parce que c'est les voyelles.
théoriquement, il n'y a pas de... on parle de syllabes, donc théoriquement, on ne prononce pas les voyelles, mais on les prononce finalement, parce qu'il y a une différence entre l'hébreu dit biblique ou ancien et l'hébreu d'aujourd'hui. Alors, la première lettre de l'alphabet, c'est les mêmes que nous, hein. Aleph, Beta. Ben, ils ont fait Aleph, Beta, ça ressemble à alphabet. D'ailleurs, il y a des communautés, parmi les tribus qui sont trouvées en Grèce, et on est convaincu que l'influence hébraïque en Grèce a amené justement l'alphabet dont on a. Mais dans tous les cas, la différence entre non seulement l'hébreu et le sanskrit, parce que c'est la même chose, c'est le même son, et c'est la même chose, même s'il y avait des peuples qui n'écrivaient pas en soi, mais qu'on trouve chez les Amérindiens ou les Mayas ou les Incas, ils écrivaient, il y avait des hiéroglyphes et tout, mais c'est surtout un son. Mais c'est quoi la première lettre du sanskrit? C'est à peu près la même chose, ça a rapport avec l'âme, avec le A. Okay. Parce qu'on a parlé du grec, on parle du sanskrit. Si on va dans l'arabe, c'est alif. Oui. Puis si on va, exemple, donc le grec, c'est alpha. Et on a aleph, et nous autres, on a le A. On dit que c'est le mot de la parole. Alors, quand il y a eu le verbe, quand Dieu, entre guillemets, en grec, on va parler du chaos. Le chaos, ça ne veut pas dire du tout que c'est la guerre puis que tout est cassé et le désordre. Non, ça veut dire exactement le contraire. Je pense que c'est le contraire de cosmos. Il y a comme une polarité, puis chaos d'un bord, cosmos de l'autre côté. Ben oui et non, encore une fois, comme tu disais d'ailleurs en tout début, tout est dans l'interprétation. Mais quand on regarde l'étymologie du mot chaos, ça veut dire béa, ça veut dire que c'est comme si la bouche s'ouvrait. Et il y a un son qui est émis, qu'on a appelé, de façon plus religieuse, la parole ou le verbe. Alors, il y a eu un début. Mais dans tous les cas, il y avait quelque chose qui ressemblait à un A. Alors, on interprète le A ou Aleph comme étant l'âme, comme étant l'amour, tout ce qui commence par A, qui est à la fois masculin et féminin, et qui exprime quelque chose d'élevant. Mais revenons à ta question, effectivement, pour répondre aux lettres. Alors, tu as des lettres, peu importe dans quelle langue ou dialecte ancien, on sait que le B, par exemple, c'est toujours un cercle. C'est un cercle. Ça peut devenir une sphère, mais c'est un cercle. Donc, c'est quelque chose de parfait en soi. Le C, c'est la même chose pour le C, le Q, le K. Puis le C, il se prononce comme un K. Alors, si ça glisse comme un C ou un S, ah ben là, c'est la lettre chine. Alors, c'est une expression. Ou sitôt qu'il y a un K, comme dans Christ ou dans Khéops, c'est une expression. Alors, il y a quelque chose qui est exprimé, comme chaos, par exemple. Ben, non, pas le chine, c'est la lettre C ou la lettre K ou la lettre Q, c'est toujours le son qui est d'une expression. Alors, si je continue le delta, comme dans Dan, la tribu de Dan, ça veut dire jugement. Si je continue avec le F, moi j'ai mes petits codes, alors je vais chercher un mot en français qui correspond, c'est la force. Mais c'est la même chose pour le PH, c'est le son qui compte. Alors, même si quelqu'un ne savait pas écrire, c'est le son qui est déterminé. Alors, chaque lettre a un sens. Alors, si je dis qu'il y a un F, ça veut dire force, après, je décortique les autres lettres et je trouve le sens originel du mot. Alors, c'est pour ça qu'il y a une différence entre le sens d'aujourd'hui d'un mot hébreu et le sens biblique d'antan, mais c'est la même chose qu'en français. On a changé des fois tellement le sens d'un mot qu'il n'y a absolument plus le sens d'origine, comme le mot chaos dont on est en train de parler. Alors là-dessus, moi, j'ai fait des ateliers avec Jean Rath, quelqu'un un grand scientifique qui a beaucoup exploré ça, puis il me disait qu'il y avait une relation entre la lettre écrite, la lettre parlée ou vibrée, et la mémoire du geste. Et exemple pour la lettre O, puis en passant, tu dis que le B c'est un O, mais si on regarde le B, c'est deux petits O qui sont ensemble, qui sont mis juxtaposés, comme une laveuse sécheuse qui sont un par-dessus l'autre. Et on me disait que si tu fais exemple un O, quand tu fais ça, ta bouche fait une espèce de rond, et si tu fais un rond ici, tu as un geste qui est fait, et il y a une relation entre la mémoire du geste et l'intention et le mot écrit et le mot vibré. Et moi là-dessus, on est d'accord qu'il y a des consonnes puis il y a des voyelles. Et dans les voyelles, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que quand tu commences et tu as la bouche quasiment fermée, tu fais le A, c'est fermé. Et quand tu fais A, E, I, O, U, plus ça va, plus ça monte en fréquence et plus il y a une ouverture de la bouche. Donc il y a sûrement une relation là-dedans que je n'ai pas encore tout à fait étudiée, puis peut-être que les gens qui sont
d'études linguistiques, ça fait longtemps qu'on a découvert ça. Mais moi, la relation que je faisais, je me disais, quand je fais un O, ma bouche fait un rond, puis là, ici, c'est un rond qu'on fait pour faire le O. Donc, c'est sûr qu'il y a une relation. Et quand on étudie ça... Une mini parenthèse, mais tu vas aimer ça. Parmi les spécialistes de cette gestuelle-là, c'est les doubleurs, ceux qui doublent dans le domaine du film, parce que quand il dit « I love you », ça ne veut pas dire « je t'aime » ou « je viens d'étirer ». Alors, ils trouvent toujours des mots qui correspondent justement à la forme. Pour que quand on voit, que ça soit traduit d'un langage à un autre, ça soit quand même à peu près la même mémoire gestuelle. On appelle ça des labiales ou des choses genre là, comme si je dis aoum, mais la bouche est presque pas ouverte. Aoum. Alors, ça m'amène à un autre point, parce que moi, j'avais vu un film avec Tom Cruise, puis il travaillait pour le FBI ou CIA, puis il est dans un ascenseur, puis il est dos à une caméra, et là, il parle de façon silencieuse, puis il sait que l'autre personne est capable de lire juste en faisant les bonnes expressions des lettres bien formées. Puis à ce moment-là, l'autre personne, il n'y a rien qui se dit, mais c'est dit, mais comme télépathiquement, parce qu'il y a un décodage par rapport à la mémoire du geste, mais le geste de la bouche buccale pour transférer une information. Et que quand on se rend compte de ça, on se rend compte que dans le fond, dans la vie, tout est interrelié, que ce soit les notes de musique, les fréquences, la couleur des pigments, la lumière, les mémoires gestuelles, le nom qu'on porte. Et moi, comme me disait Jean Rapp, d'ailleurs, il disait que les pigments de base, on avait donc l'équivalent de l'hémoglobine, de la bêta-carotène, de la chlorophylle et cyan pour le bleu. Alors, donc, la fréquence a même une couleur. Oui, alors, donc, le pigment, c'est lui qui véhicule l'information. Exemple, rouge, c'est hémoglobine, orange, c'est bêta-carotène, vert, c'est chlorophylle, et donc, cyan, c'est bleu. Mais il m'a expliqué, et ça, c'est brillant, puis je ne savais pas, puis je pense qu'il doit y avoir une personne sur 10 000 qui le sait, c'est que dans le mot cyanobactérie, exemple, c'est C-Y-A-N-O, bactérie. Mais cyanobactérie, c'est quoi? C'est du carbone et de l'azote. C'est pour ça qu'on bâtit ça cyano avec un C et cyano avec un N. Donc le C et le N, c'est la combinaison de la molécule qui est transposée dans un mot qui inclut l'information. Mais quand les gens ont perdu le sens de la connexion parce que tout est interrelié, c'est comme si il n'y a aucune relation à prime abord. Mais quand on fait une étude profonde, on peut se rendre compte que si on analyse toutes sortes de choses, on se rend compte qu'exemple, une fourchette, c'est une petite fourche. Alors, dans les années 1800, il y avait des fourches, puis là, une fourchette, c'est ça. Puis, exemple, des lunettes, c'est quoi? C'est deux petites lunes. Parce que les premières lunettes, c'était deux petits ronds, parce que c'est comme ça qu'on construit les verres qui permettent de voir au loin, exemple, quand tu es myope. Donc, finalement, mon point, c'est de se rendre compte que ce soit la fréquence de résonance, les hertz, les fréquences, les longueurs d'onde, les couleurs, tout porte une information et c'est à nous de savoir décoder cette information pour l'intégrer. Et autant qu'on peut lire la mémoire du geste, comme là, je sens que tu veux parler, fait que là, tu as pointé, donc je vais te laisser parler, mais autant ceux qui sont capables de faire ça vont dire que ce sont des mentalistes ou ce sont des personnes qui vont voir la construction faciale et par rapport à ça, ils vont déduire des choses qui vont faire part de la tradition. Donc, mais en fait, il y a quelque chose de naturel. Autrement dit, dans tout ce que tu racontes, Michel, c'est naturel. Toi et moi, on voit quelqu'un qui se promène sur la rue, juste la façon dont la personne marche. On voit si la personne est en confiance, on voit si la personne a, je dirais, une certaine élégance. Et on est de dos, là. On peut voir son niveau d'assurance, son niveau décisionnel, on peut voir mille choses. Et c'est un grand plaisir. Puis toi, puis moi, on s'amuse là-dedans à parler d'un tiers. Et là, on est au restaurant. On fait pas médisance, là. Non, non, absolument pas. On décrit la personne. Toi et ou moi connaissons, c'est-à-dire que toi ou moi connaissons la personne. Alors, tout ce que je dis, je ne connais pas la personne, mais j'en parle et je la vois même juste de biais. On est capable de l'écrire et voir son histoire. Donc, tu fais de la voyance. Parce que faire de la voyance, c'est être capable de détecter, à cause de ton niveau de sensibilité, à partir de les perceptions qui sont émises par une personne ou un objet, tu es capable de comprendre en arrière de cette personne-là quel est son statut psychique, émotionnel et relationnel et intellectuel. Mais je dirais même de la résonance, pour revenir à ce que tu racontais. C'est le ressenti de quelqu'un par rapport à ce que je crois deviner. Regarde, par exemple, on a toujours l'impression de dire... Perçoit, mais croit deviner ou perçoit? Parce que si quelqu'un émane quelque chose et non, quand tu cherches, tu comme une partition... Mais à un moment donné, il y a comme une intuition. Regarde, par exemple. Oui.
je suis en train de te parler, puis je me croise les bras. On a déjà parlé, toi et moi, de ça. Oui, moi, Alors, dans le pour ça tout dit le monde, que tu es un grand chef indien. Moi, être un grand chef. peut-être bien. Mais effectivement, tout le monde dit non, 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 il refuse là, ce que Michel est en train d'user. Mais tout est dans l'interprétation. Ça peut être simplement un recul, sans que ça soit la défense. En un mot, toi et moi serions capables de voir la différence entre ce qu'on dit, quand quelqu'un se croise les bras, c'est parce qu'il s'en défend, mais ça peut être juste une protection, et la personne est capable de recevoir, on baisse le ton un peu, et la personne reçoit mieux, puis tu vas voir les bras tomber. Il faut que j'intervienne. Intervenez, monsieur. Oui. Alors, il faut que je dise que je vais vous montrer quelque chose qui m'est arrivé, puis ça va vous aider à placer les choses. On dit que la plupart des êtres sur la Terre sont psychologiques, ils peuvent être prévus d'avance, on peut prévoir leur comportement, leur attitude, etc. D'ailleurs, il y a de l'astrologie qui définit une norme, c'est-à-dire une cloche de verre qui comprend la plupart des gens. Mais quand on est rendu qu'on est vibratoire, tout marche avec une vibration, mais c'est la vibration de l'esprit, non pas de l'âme. Et dans une gestuelle, je peux comprendre qu'en psychologie traditionnelle, on peut dire il est fermé, il n'accepte pas, il n'absorbe pas. Et moi, j'étais comme ça lors d'une conférence d'une des personnes qu'on a interviewées, c'est Lisanne Phoenix, qui était juste avant toi. Elle va être dans le film, avant ou après toi, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une question qui dit Michel, t'es fermé à ce qu'elle dit, ça ne marche pas. Non, je dis moi, je marche par rapport à moi. Puis quand je suis comme ça, c'est quoi? J'ai un petit ventre, j'ai une petite bedaine. Quand je fais ça, je suis bien, je suis à côté dans moi, puis ça ne me stresse pas. Ça n'a rien à voir en fait que j'accepte ou j'accepte pas. Si moi, je veux refuser quelque chose, regarde qu'est-ce que je fais. Premièrement, si tu regardes mes bras, là, ça fait le but de l'infini. Donc, je fais recirculer l'énergie parfaitement. Et si je veux, exemple, être en position avec toi, je vais faire ça subtilement. Si je fais ça, volontairement ou inconsciemment, là, ça vient de bloquer parce que ça vient de défaire le circuit électrique, psychique, qui fait que je suis en auto-résonance avec toi. Puis si je fais ça, whoops, I'm back on track. Mais ça, un niveau de psychisme, de sensibilité, de subtilité comme ça, sont rares les gens qui ont cette perception-là. Mais en l'expliquant, on a un grand plaisir à le faire. C'est pour ça que je prends un petit peu le... Moi, je veux juste comme ajuster ce que tu dis, puis c'est complémentaire en même temps. Parce que oui, on a raison. Tu vas parler à un psychologue, un psychiatre, tu vas dire, ah, il est totalement fermé. Tu sais, pas pantoute. Je suis là, mes bras sont bien à côté sur ma bedaine et je suis bien. Et c'est ça qui me requiert le moins d'énergie. Donc le principe de l'enthalpie, moi je l'applique. Ce qui me coûte moins cher en énergie, je le fais. Mais si les gens interprètent parce que c'est leur lecture, on peut faire une mauvaise lecture, une mauvaise interprétation. Parce que ce n'est jamais coulé dans voilà. Et voilà. Moi je dis dans le ciment, mais c'est la même chose. Mais effectivement, c'est question d'élégance. Mais c'est la même chose par rapport au son, pour revenir au premier sujet. Le son emmène une vibration. Le son est émis par une vibration. Et en entendant le son, j'ai une vibration. Si j'entends certains mots, si je dis le mot femme, le mot politique, le mot feu, on réagit selon son histoire. Alors, il y a des mots qui, chez toi, vont résonner d'une façon et chez moi d'une autre façon. Mais ce qui est le cas, dans toutes les langues, ou à peu près, la majorité des langues, il y a des sons qui sont toujours les mêmes. Une maman, dans tous les termes qui désignent la mère, il y a toujours un M. Et c'est toujours le même M pour désigner la mer dans le sens de océan. La mer terre ou la mer maman, il y a toujours des M. Dans à peu près toutes les langues. La même chose pour le père. On dit le D dans le cas des Anglais, mais en réalité, c'est le P. Le P qui représente une force protectrice, d'accord, qui protège. Alors, il y a toujours un P dans à peu près toutes les langues pour désigner un père. Même chose donc pour l'O, pour le M, et quand ça a rapport avec l'amour ou avec l'âme, c'est le fameux Aleph dont on parlait. Et on peut voir que, effectivement, certaines lettres, comme par exemple un K ou un C, si on le prononce comme un K, avec un R, ça veut dire quelque chose qui est exprimé, donc c'est le C et le K, et avec un R, ça veut dire comme, c'est mon cas de moi, réalisé. Avec un CR, ça se réalise, comme un cri. Tu vois, moi, que le CR, ça veut dire, par exemple, créativité. Mais c'est la même chose, quelque chose qui a été créé, donc réalisé. Oui, sitôt que c'est réalisé, c'est un CR. Alors moi, on va faire un CA maintenant. Je vais juste ajouter un point qui est très intéressant, parce que toi, tu aurais raconté l'histoire par rapport à la mère, le père, puis étymologiquement, si on comprend la tradition, c'est pourquoi. Moi, l'autre fois, j'ai questionné ma conscience, et j'ai canalisé une réponse très intéressante, parce que quand l'enfant vient au monde, il ne parle même pas, il est dans les bras de sa mère.
la meilleure manière d'exprimer cet amour-là ressenti, c'est de faire maman. OK? Et ça fait l'unité. Tandis que l'expression de l'ego qui veut s'affirmer, au lieu de faire par en dedans, comme quand tu manges, c'est bon, c'est comme l'explosion vers l'extérieur, c'est comme la blastula. C'est l'explosion, le refus, mais l'affirmation de son soi pour son indépendance. Alors moi, le P et le M, pour moi, c'est très très facile de comprendre que les premières choses et le premier mot que tu vas dire, c'est maman et pas papa. Parce que papa, avant d'exprimer ton indépendance, tu dois exprimer ta fusion avec le tout. Donc, tu es bien avec ta mère, le lait maternel, etc. Puis l'enfant, il tète, il fait maman. Ça, c'est un incontournable universel, c'est sûr. Et quelqu'un va me convaincre du contraire, bonne chance. Alors, le P, lui, c'est plus facile parce que c'est le pa. Donc, tu fais sauter tes lèvres, tu les retiens et là, tu expulses à l'extérieur. Donc, tu as défini une espèce d'identité que tu vas émettre à l'extérieur. Mais c'est un processus créatif-là qui est dans moi. Moi, c'est ça que j'essaie de transférer aux gens. Puis c'est ça que j'essaie de transférer dans mon livre. Il faut que les gens aient une espèce de compréhension globale, de dire, on étudie des choses, on apprend des choses, mais à un moment donné, on n'apprend plus. On auto-canalise des informations quand on veut le savoir, qu'on est capable d'aller plus loin que les réponses qui sont données actuellement par la psychologie traditionnelle qui dit « ça y est, le monsieur est fermé ». Alors moi, c'est ça que je trouve intéressant, puis c'est pour ça que quand on parle, tu les mets des choses, je complémentarise, et c'est toujours intéressant parce qu'on fait un lien, et effectivement, il y a la mémoire entre le geste et tout. Et moi, pour compléter un peu notre entrevue qui va se terminer dans 10 minutes, je veux juste aborder une affaire très très importante, parce que là, je l'ai puis je ne veux pas le perdre, donc, Mom's the Word. Ce que je veux dire, c'est que là, actuellement, je suis en train de faire un livre, qui est un résumé scientifique médicinal sur la compréhension que j'ai eue dans les derniers 3-4 mois, qui est comme une auto-révélation, mais par rapport à tout ce qu'on vient de discuter là, incluant une nouvelle formule mathématique qui marche au cube et non pas en 2D, au carré, comme dans mon livre que j'ai écrit il y a 3 ans, basé sur une théorie que j'ai découverte quand j'avais 15 ans en 1973. Mais c'est le développement de ça, puis ça c'est grâce à ma rencontre avec Jean Rapp, qui m'a fait comme quand on regarde des verres polarisés, on croise le cerveau gauche et droit, et on a une idée d'une dimensionnalité supérieure qui est le fond de la conscience qui s'ouvre. Alors moi j'ai compris tellement de choses dans les derniers 3 mois qu'avant la fin de l'année 2018, je me dois, puis mon livre il y a déjà 150 pages, je veux faire un livre de 250 pages, dans 3 mois ça va être prêt pour l'édition, et ça va unir, choquer, faire comprendre plein de gens à plein de niveaux, parce que moi, je vais faire comme la totale, le lien entre comment passer de l'esprit à la matière et comment passer du visible à l'invisible. Parce que dans ma tête, c'est tellement clair que je sais que si on sait ça, on va être capable, après avoir conçu la théorie, on va être capable de vivre la pratique. C'est une question de possibilité et de capacité. Donc moi, je suis venu avec ça en disant simplement que dans mon livre, quand tu parlais tout à l'heure, et le son, l'idée du son, moi, j'avais entendu Bernard de Montréal parler dans une conférence et c'était tellement brillant. Il disait que quand on est en train de s'incarner, on est du psychisme qui est encore sujet à la gravité terrestre parce que l'âme, elle est retenue dans un médium avec la Terre parce qu'une âme, ça a un poids, ça a un magnétisme qui fait que l'attraction de la Terre a une ascendance sur l'âme. C'est pour ça que l'âme ne peut pas partir et aller sur d'autres planètes. Et quand on veut s'incarner, la manière de faire pour passer du monde invisible au monde visible, c'est qu'une entité qui est décédée va commencer en se concentrant, en pensant à l'idée d'un son, et non pas un son. Parce que comme c'est pas physique, ça ne peut pas faire de son. Mais l'idée d'un son va faire le gap, le lien entre l'invisible et le visible, et par ça, va réussir à créer une espèce d'embryon qui va pouvoir éthériser la matière pour qu'à un moment donné, il y ait une conjugation entre ça, qui est le fait que 2 parents vont s'unir dans l'amour et créer un enfant qui va être un embryon qui va recevoir ce tunnel d'énergie qui va se servir pour s'incarner dans la matière. Et c'est toujours effectivement la même vibration, que ce soit vers l'invisible, enfin, ou vers la lumière, ou descendre dans la matérialité, c'est toujours la vibration, dont celle du nom. Alors, ça peut être ça, mais c'est toujours une même vibration. On dit toujours qu'on a un nom sur Terre, on a un nom de famille, mais on a un nom aussi au niveau plus subtil. Des ciels, au pluriel ciel, donc des plans différents. Non, on dit des ciels. Les cieux, c'est comme les firmaments, donc c'est l'ensemble de tous les cieux. Et moi, quand je mange quelque chose, c'est bon, je dis délicieux, je ne dis pas délicieux. Mais tout à fait raison. Et quand je demande du poivre et du ciel, alors oui, c'est de bons. Mais je veux te dire avec ça parce que je sais que tu as le verbe et tu es en chair. Alors, et le verbe, c'est ta chair. Ça veut dire quoi, ça? Non, en chair, c'est CHE. J'ai compris. Alors, ça veut dire que tu es dans ta non, chair. Pas de.
Ah, pas de R? Non, non, Parfait. non. Bon, ben, en tout cas, c'est pas grave, on va éditer. Ça, c'est le tronc, c'est Le tronc. une C'est chaire, comme la par nef, exemple, c'est comme la à nef. l'université. Comme la nef. La nef, NEF, Oui. oui. OK. Alors, on vient avec ça. Tu parles c'est des vibrations, des sons, etc. L'autre fois, tu m'expliquais qu'il y avait des sons qui portaient des vibrations, puis le M, maman, etc. Alors, dans mon nom à moi, je t'ai demandé de faire l'exercice il y a des lunes de ça, et tu m'avais avec un texte qui était très intéressant, et tu disais que tu as la première partie qui est le prénom, et ensuite tu as la partie qui est le nom de famille. Et quand quelqu'un porte son nom réellement, tu peux t'appeler, exemple, Lisanne Phoenix, mais c'est pas un nom d'artiste, son vrai nom c'est Phoenix. Alors qu'elle relève de ses cendres, c'est correct. Alors toi, qu'est-ce que tu as à dire, exemple, sur le nom Michel Labrièche? La brioche. Pas la brioche. Je te rappelle qu'en hébreu, la brèche, en deux mots, là, la brèche, c'est Péretz. Ça, c'est le mot. Et le d'accord? poteau non. Mais c'est pas n'importe qui, Péretz. Je suis bien là. C'est celui qui était roi de Juda et qui aura été rabaissé et que le nouveau roi viendra. C'est quelqu'un de bien important, de deux jumeaux, là, Zara et Péretz. Alors, tu es déjà Péretz, tu es un roi, je te couronne comme étant roi. Mais, si on va au niveau de ton prénom, alors en hébreu, comme dans les langues sanskrites aussi, il y a trois lettres. M, K, L. C'est Michael, parce que nous autres, on dit en français Michel. Oui, mais on peut le prononcer. Donc Michael, c'est Michel. Normalement, l'origine donc du mot, la vibration originelle, c'est Michael. C'est devenu Michel parce que le CH, on l'adoucit. Mais même avec un CH, entre autres chez les Italiens, c'est comme Michelangelo, c'est une lettre K. Alors si on l'a fait avec le K, le M, ça rapporte toujours avec la Terre. Donc la source mère terrestre. Alors c'est féminin, c'est aussi la maman. D'accord? Donc quelque chose de aimant, et ça a rapport avec la terre. K, c'est la détermination. Et le L, ça a toujours rapport avec le ciel. Donc le en haut, on voit le L comme une échelle. L. Donc la détermination du ciel qui aime. Oui, à quelque part, mais sauf que dans l'ordre, d'abord il y a quelque chose de aimant qui s'exprime par le ciel. Quelque chose d'élevant. Donc c'est une expression élevante. Quelque chose qui prend forme de façon élevante. Alors, moi, je m'étais fait dire par plusieurs personnes qui étaient un résumé de ça, c'est que Michel, ça veut dire qui vient du ciel. Oui, oui, mais ni plus ni moins, mais Oui. il a été exprimé. Exprimé comme ça, et tout le monde qui porte leur vrai nom, et il y a même quelqu'un qui pourrait avoir été baptisé, exemple, comme, je sais pas, moi, Jacques, puis qu'en plein milieu de vie, à 25 ans, décide de dire, moi, j'aime pas ça, Jacques, je veux m'appeler Michel, parce que c'est plus ma vibration. J'ai plusieurs clients qui ont changé de nom en cours de route. D'ailleurs, quand on faisait des documents, on était obligé de dire un tel. Maintenant, ayant changé de nom avec une loi quelconque ou une documentation quelconque, ou alias, on voyait ça, parce que alias, c'est comme ça veut dire portant aussi le nom de. Oui. Alors ça, c'est pour le prénom. Mais maintenant, le nom de famille, la Habrèche, ça veut dire quoi? Bien, il y a le L, il y a le B, il y a le R qui suit immédiatement, puis le CH. D'accord? Alors, le L, c'est le même L que dans Michael. Je finis Michel parce que je viens du ciel, puis je commence la brèche parce que Mais là, c'est tes ancêtres. C'est tes ancêtres. Et quand je dis tes ancêtres, c'est la mémoire ancestrale que tu peux modifier. Ce n'est pas karmique dans le sens que c'est intranchable, que c'est inchangeable. Donc, on en parlera. Un autre sujet de conversation. Mais on finit avec ça. Oui. Mais on en reparlera par rapport au karma, parce que cette mémoire ancestrale, donc d'un nom, on peut la modifier. Mais à prime abord, il y a quelque chose chez tes ancêtres, qui viennent de tous les Labrèches, que tu transportes avec toi et que tu peux élever ou retrancher quand il y a quelque chose qu'il devait apprendre, un niveau vibratoire par exemple, à élever. Alors, le est. Oui. Pardon? En passant, moi, s'il y a des choses que je dois avoir retranchées, peut-être c'est le nez des Labrèches. Parce que dans ma famille, ils ont tous un nez assez volumineux, puis je ne ressemble pas trop à ceux qui ont. Fait que là, j'ai peut-être décidé, moi, psychiquement, de retrancher ça quand je me suis incarné. Ça se pourrait fort bien pour te rendre plus beau. Alors, il reste le A, alors, le L, le B, oui. Non pas le A, okay, le parce B. que c'est le L, le B, donc c'est la maison dont on parle, donc c'est le ciel, donc c'est quelque chose de élevé. L, c'est toujours quelque chose de élevé. B, pour un cercle, ça peut être une sphère aussi, c'est quelque chose de parfait. Vous êtes parfait, monsieur. Le R, donc c'est l'expression de la maison ou du cercle, donc le principe
un peu comme une maison, en hébreu c'est Bess, mais là en brèche, et donc c'est une maison qui a pris forme. Alors brèche, et le S, c'est-à-dire qui va, qui s'en va, qui bouge. Sauver dans le sens de réparer, non pas dans le sens de partir en fuite, mais dans le sens de réparer. Alors, le brèche, c'est vraiment une maison, c'est-à-dire, ça peut être un royaume, ça peut être un État, ça peut être une entreprise, ça peut être quelque chose de dominant, donc un seigneur de maison, de lignée familiale, qui, avec le R, s'exprime et qui il va être répandu. Alors, c'est comme si une loi du ciel, dans la forme terrestre, était pour prendre forme. Tout ça, Michael. Je trouve ça très intéressant parce que j'ai une de mes clientes, moi, qui était donc hébraïque, qui m'avait dit que mon nom, la brèche, ça veut dire un peu le souffle divin. Parce que ce que tu dis, finalement, c'est si ça vient du ciel, il y a une maison, il y a un cercle, il y a une sphère, et ça va s'exprimer. Donc ça a l'air de le souffle divin. Tout à fait. Donc dans la tradition, c'est je suis qui vient du ciel et qui s'exprime par le souffle divin. J'espère que je porte mon nom. C'est l'avenir qui le dira. Dans tous les cas, tu fais ton possible, tu travailles énormément et ça a beaucoup plus de répercussions qu'on puisse le savoir. C'est pas parce que tu mets quelque chose sur Internet puis qu'il y a eu 1000 vues que ça n'a pas autant d'impact que si tu avais 100 000 vues. Dans les 1000 vues, si ce sont les bons qui écoutent, qui répandent ça, ça peut... Et moi, je suis convaincu que le travail que tu vas avoir à faire et que tu fais déjà, non seulement aura une grande répercussion, mais je crois que c'est dans une vérité qui me plaît personnellement. C'est pour ça qu'on s'estime bien, parce qu'on s'en va tout au même endroit. Chacun à sa manière. Les chemins peuvent être légèrement différés, il y en a qui prennent plus de temps aussi, mais dans tous les cas, on en parlera dans une autre conversation, tous les chemins que l'on prend sont parfaits. C'est le chemin qu'on devait prendre, avec la leçon qui va avec. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas vu pendant quelques temps, on s'est vu, mais de façon moins régulière, et là, depuis quelques temps, on se voit davantage, parce qu'on arrive aux confins d'un monde, à la fois le nôtre, mais ce que tu as à faire, il y en a qui vont appeler ça une mission, mais c'est un plan. J'ai un plan, conscient ou non. Et on travaille en conséquence. C'est pour ça que la vie nous pousse à travailler ensemble. Donc finalement, juste pour harmoniser les choses, moi j'ai fait un livre, Les pouvoirs de la magicienne, et ce livre-là est très sérieux, c'est une étude de vie totale, globale, c'est l'encyclopédie de la conscience. C'est sûr que les gens peuvent dire que c'est ma propre perception d'un tout, et moi j'essaie de les voir par mes yeux déégoïfiés, désubjectivisés, par une espèce d'objectivité maximum que j'essaie d'arborer, et je pense que j'y arrive quand même, mais je sais que ma vision, qui est plus qu'une vision linéaire, c'est une vision holographique d'un tout. Et comme on dit, c'est bon d'être en équilibre, mais c'est encore mieux d'être centrique, parce que centrique, c'est en 3D par rapport à une sphère, et on est partout équidistant des outside boundaries, c'est-à-dire des... Au cœur. Et on est au cœur. Tandis que si on est équilibré, c'est un 2D, et la sphère sphérique, c'est 3D. Et moi, juste pour conclure, parce qu'il nous reste environ une minute, je veux juste dire que j'ai eu un grand plaisir d'avoir cette discussion-là avec toi, parce qu'on a vraiment bien échangé, puis on a cerné beaucoup de points, et on a passé beaucoup de matériel, et effectivement, mais je pourrais dire que moi, je ne considère pas que j'ai une mission, parce qu'une mission, c'est un petit peu plus comme patronize, spirituel ou religieux. Moi, je ne suis pas un envoyé, je ne suis pas un missionné, je ne suis pas un instructeur, mais je pense que moi, j'incarne ce qu'on appelle une fonction. Et quand on incarne une fonction, dans le fond, je suis comme un fonctionnaire, mais quand on incarne une fonction, c'est que la fonction, exemple, radicale, c'est une fonction que quand tu mets n'importe quel chiffre en dessous et tu obtiens une réponse. Alors moi, mon mode de compréhension de la vie par ma façon unique de ne pas penser, mais de communiquer avec mon psychisme, la source, ce que je suis capable de faire, c'est avec un point de vue unique, j'essaie de décortiquer l'information pour être capable de la partager. Puis je fais la même chose que quand on prend un aliment, on le met, et pour le breakdown, de digérer, on a des enzymes qui vont briser au niveau moléculaire les aliments pour être capable de mieux les intégrer. Et moi, c'est ça que j'essaie de faire. Et dans ce processus-là, je pense que j'apprends énormément, je partage énormément et j'ai subi une ouverture de conscience énorme depuis 6 mois. Puis je me suis dit, je suis obligé de partager ça. Pareil comme quand Einstein a découvert E égale MC carré, tu peux pas rester pris avec ça sans le partager aux autres. Tu sais qu'en plus, en le partageant, il y a des personnes qui vont être réceptives et d'autres qui ne le seront pas. Mais ça, c'est pas mon problème, c'est le leur. Parce que moi, je vais faire ce que j'ai à faire pour
reach out et peut-être avoir juste 1000 personnes qui vont voir mon film. J'aimerais ça qu'il y en ait 200 000, mais s'il y en a 1000, je vais être content. Et ce que je veux dire, c'est que je ne cherche pas des gens qui vont valoriser ce que je dis et qu'ils vont me donner une tape dans le dos et vont dire oui, tu as raison. Je ne veux pas avoir des groupies, moi, je ne veux pas avoir des fidèles. Je veux savoir des gens avec qui je vais pouvoir partager, puis ils vont me donner leur intérieur, leur compréhension. Quand ils vont me le révéler, moi, ça va m'aider à aller plus loin dans ma conscience, puis on va apprendre tout le monde ensemble. Alors, dans ce sens-là, je te laisse la main des mots de la fin. Dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais dire pour complémenter? Simplement que tu es très fort au niveau de la science, de la belle science, avec un niveau de conscience. Moi, j'aime beaucoup le niveau de conscience, le niveau vibratoire dont tu parlais. Puis je conclurai simplement en rappelant un bonhomme français qui s'appelle François Rabelais, qui disait déjà au 16e siècle que science, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, que science et conscience, science sans la conscience, c'est ruine de l'âme. En un mot, pour augmenter le niveau vibratoire de l'âme, donc de l'esprit, peu importe les mots, il faut avoir un état de conscience dans une dimension à la fois scientifique. Autrement dit, on peut construire, mais il faut qu'il y ait un état de conscience, et moi, je crois qu'au niveau de la conscience, la grande conscience, universelle, comme toi tu l'appelles, on peut arriver à tout au-delà même de la science, donc de la connaissance ou du savoir. Alors, dernier mot, donc moi je pourrais dire, pour résumer notre conversation d'aujourd'hui, c'est qu'on dit en psychologie traditionnelle que tous les chemins mènent à Rome, mais dans l'esprit, on va dire que tous les chemins mènent à la conscience. J'oserais dire adieu. Alors là-dessus, je te dis adieu. Merci.